Bonjour à tous, bienvenue sur cette vidéo de décryptage de la loi de finances complémentaire pour 2020, loi de finances algérienne. Nous allons décortiquer à travers cette vidéo toutes les mesures fiscales promulguées à travers cette loi de finances complémentaire. Je suis Monsieur Dahou Boudiaf, je suis consultant international en droit fiscal et droit des affaires depuis un petit peu plus de 13 ans. Je suis également enseignant en droit fiscal français et algérien à l'École supérieure algérienne des affaires en partenariat avec l'Université de Lille. Et ce depuis un petit peu plus de 3 ans pour des programmes de licence et de master. Alors, nous aborderons à travers cette vidéo différents éléments. Nous parlerons des augmentations d'impôts et taxes, nous parlerons de tous les avantages fiscaux qui ont été accordés, les réductions fiscales pour les activités basées sur le Sud, les réductions d'IRG pour les bas salaires, le nouveau seuil pour l'application de la TVA, la fiscalité des startups, les livraisons destinées à la mosquée d'Alger, l'application temporaire pour le secteur touristique du taux réduit de TVA à 9%, les exonérations des importations ou achats locaux destinés à la production d'outillage, les augmentations de déductibilité des charges de cadeaux aux entreprises. Nous parlerons également des changements des régimes fiscaux. Nous parlerons de l'impôt forfaitaire unique, IFU, nous parlerons du régime réel, de la fiscalité des dividendes, de la fiscalité des professions libérales. Et nous prendrons une petite étude de cas concernant les avocats, vu que c'était un sujet d'actualité ces derniers temps. Nous parlerons ensuite des renforcements de mesures de contrôle fiscal, avec le raisonnement qui a été apporté par les nouvelles dispositions de la loi de finances complémentaire. Nous parlerons également de l'impôt sur la fortune, qui était précédemment nommé impôt sur le patrimoine, qui a été modifié, adapté et transformé en un impôt sur la fortune ISF. Nous parlerons également de la règle des 51-49, le partenariat local obligatoire à 51% pour les investisseurs étrangers. Il y a eu effectivement des modifications que nous détaillerons. Et enfin, nous finirons par les mesures fiscales qui ont été mises en place pour aider à lutter contre la pandémie Covid-19. Très bien. Alors, commençons par les augmentations d'impôts et taxes. Nous avons premièrement le taux de retenue à la source. Donc il faut savoir que les non-résidents algériens, les sociétés étrangères, opérateurs étrangers, qui réalisent en général des prestations de services en Algérie, ou d'un point de vue plus large, parlons d'obligations de faire et de ne pas faire, sont soumises à un impôt libératoire de 24%. Cet impôt passe à 30%. Bien entendu, ces opérateurs étrangers pourront bénéficier du régime du droit commun, donc le régime fiscal réel, s'ils s'enregistrent au niveau de l'administration fiscale en créant ce qu'on appelle un établissement stable. À ce moment-là, ils auront une prolongation de délai de 15 à 30 jours pour déposer justement cet enregistrement et à compter de la signature du contrat de prestation de service. Deuxième élément, la création d'une TAP, taxe sur l'activité professionnelle, à 2%, avec réfaction de 25%, et ça concerne uniquement les activités de bâtiment, travaux publics et hydrauliques. Vous avez bien sûr les taxes sur les véhicules neufs, qu'ils soient importés ou locaux. Donc là, nous avons des taxes allant de 100 000 dinars à 2 500 000 dinars, en fonction de la cylindrée, en fonction du carburant, etc. Vous avez également, par rapport à l'industrie automobile, l'annulation du bénéfice au taux réduit de la TVA par rapport aux collections qui sont dites CKD ou SKD. Donc là, on passe au taux normal. Vous avez également l'annulation du taux de TVA à 0%, ça c'était une mesure de la loi de finances initiale pour 2020, qui a institué un taux de TVA à 0% en remplacement de la procédure des attestations d'achat en franchise de TVA, et là, mesure qui a été annulée par cette loi de finances complémentaire. Nous avons également l'institution des nouvelles taxes sur les carburants, dont on a observé les effets récemment. Ces taxes, en réalité, varient de 1 dinar à 1700 dinars par hectolitre en fonction des types de carburants. Et dernière augmentation concerne les demandes d'enregistrement des produits pharmaceutiques.
Ces produits pharmaceutiques qui sont non essentiels et importés devront payer une taxe d'enregistrement allant de 2 millions de dinars à 20 millions de dinars. Là, pour les détails, nous devons attendre les textes réglementaires pour connaître le détail de cette taxe d'enregistrement qui dépendra forcément de la nature du produit, du tarif, etc. Très bien, ça c'était pour les augmentations d'impôts et taxes diverses. Parlons à présent des avantages fiscaux, qui est un élément un petit peu plus intéressant. Vous avez toutes les activités de toute nature qui sont basées dans le sud algérien. On parle des wilayas d'Ilizi, Tindouf, Adrar, Tamanrasset et les wilayas délégués de Timimoun, Borj Baji Mokhtar, Ain Saleh, Ain Gizem et Janet. Donc, tous les opérateurs qui ont une activité basée dans une de ces wilayas ou wilayas délégués bénéficieront de 50% de remise sur leur impôt sur le revenu global, IRG, s'ils sont affiliés à l'IRG, ou bien 50% de l'impôt sur le bénéfice des sociétés s'ils sont affiliés à l'IBS. Deuxième avantage fiscal concerne l'IRG des bas salaires, l'impôt sur le revenu global des bas salaires. Alors, il y a une exonération totale d'IRG pour tous les salariés dont le revenu mensuel n'excède pas 30 000 dinars. On parle du revenu mensuel brut qui n'excède pas 30 000 dinars. Et vous avez un abattement supplémentaire pour la tranche entre 30 000 et 35 000 dinars. Cet abattement est élargi à 40 000 dinars, donc de 30 à 40 000 dinars, quand il s'agit de personnes salariées handicapées. Ça prend effet à partir du 1er juin et l'impact sera sur le net de la fiche de paye. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a aucun impact sur l'employeur. Au lieu de reverser les sommes en IRG à l'administration fiscale à travers le G50, vous allez tout simplement les reverser aux salariés. Pourquoi ? Tout simplement parce que l'impôt sur le revenu global des salariés incombe au salarié, est dû au salarié. Il est prélevé à la source par l'employeur de son revenu brut, mais à la base, c'est un impôt qui doit être payé par le salarié. Donc, annuler un impôt au salarié correspond à une augmentation de salaire en réalité. Ce n'est pas une économie d'impôt accordée aux employeurs. Il faudra faire attention à ce point-là. Donc, l'exonération monétaire se traduira en réalité par une augmentation du net de la fiche de paye. Je vous donne deux exemples. Bon, la personne qui a un revenu mensuel brut de 30 000 dinars va avoir une augmentation de salaire net de 2 500 dinars. Celui qui a 34 000 dinars va avoir une petite augmentation qui est de 500 dinars. Troisième avantage fiscal concerne la TVA. Effectivement, nous parlons des opérateurs dont le chiffre d'affaires ne dépasse pas 30 millions de dinars. Ça rappelle bien sûr le seuil de l'impôt forfaitaire unique, l'ancien seuil. On le garde finalement, on a rajouté une disposition à l'article 8 du Code des taxes sur le chiffre d'affaires pour exclure le chiffre d'affaires des sociétés quand elles ne dépassent pas 30 millions de dinars. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ces sociétés-là, ces personnes plutôt, morales ou physiques, pourront facturer en hors taxe, bien sûr si leur chiffre d'affaires ne dépasse pas 30 millions de dinars. Quatrième avantage fiscal concerne les startups. Donc on va parler un peu de fiscalité des startups. Nous avons 3 points principaux. Le premier, c'est bien sûr l'exonération de TAP, de TVA et d'IRG ou bien d'IBS, tout dépend du régime auquel vous êtes affilié. Ou bien vous avez exonération d'IFU, et ça c'est pour une période de 3 ans. Vous ne paierez pas de TAP, de TVA, d'IRG ou IBS, ou bien d'impôt forfaitaire unique sur une période de 3 ans. Vous avez également les achats en franchise de TVA des startups. Donc en fait, les startups devront se présenter aux recettes fiscales pour toutes leurs dépenses, tous leurs décaissements qui concernent leur projet. À chaque fois qu'ils vont acheter une matière première, un équipement qui est destiné à la réalisation du projet de la startup, ils pourront bénéficier d'une exonération de TVA. Et ils devront bien sûr obtenir une attestation d'achat en franchise de TVA qu'ils donneront à leurs fournisseurs pour que ces derniers puissent faire une facture en hors taxe.
Troisième mesure concerne la prise de participation des sociétés de capital investment. Alors, je ne parle pas de la règle de 51-49. Là, on parle d'une mesure très spécifique aux sociétés de capital investment. On les autorise à prendre une participation supérieure à 49% dans les startups algériennes. C'est possible, il n'y a pas de restriction par rapport à ça. Très bien, alors... Nous avons un autre avantage, une autre mesure avantageuse fiscalement qui concerne les fournisseurs de biens et services destinés à la construction de la mosquée d'Alger. Vous avez une exonération de TVA et de droits de douane quand il s'agit d'équipements ou de matériel ou de matières qui seront destinés à la mosquée d'Alger. Autre mesure, c'est l'application temporaire du taux réduit de TVA à 9% pour les activités touristiques. Alors, c'est une application temporaire, elle va jusqu'au 31 décembre 2021, où vous aurez la possibilité d'appliquer un taux de TVA à 9% au lieu de 19% pour les activités hôtelières, thermales, les restaurations classées, les voyages et location de véhicules touristiques de transport. Une autre mesure avantageuse dont je parle brièvement, mais je pourrais répondre à des questions au cas par cas, concerne principalement les importations et les achats locaux qui seront destinés à la fabrication d'outillages industriels ou d'outillage de production. La règle générale, ça veut dire qu'on va vous exonérer de TVA et de droits de douane quand vous allez vous approvisionner en matières premières, équipements, sous-équipements, etc., qui vont être destinés à la production mécanique, électronique, bien sûr sous certaines conditions. N'hésitez pas à me consulter pour les détails, mais néanmoins, je mettrai sur mon LinkedIn un fichier PDF détaillé que vous pourrez consulter à souhait. Une autre mesure avantageuse, celle-ci impacte l'assiette fiscale. Donc là, on augmente de 1 million à 2 millions de dinars le montant déductible fiscalement des charges de cadeaux destinés aux entreprises. Quand vous faites des cadeaux que vous allez adresser à vos entreprises, à vos partenaires, clients ou peu importe fournisseurs, ça représentera une charge. Donc cette charge, avant, elle ne pouvait excéder 1 million de dinars. C'est à partir de cette année, donc de 2020, ça sera 2 millions de dinars. Parlons maintenant des régimes fiscaux. Alors, nous avons fini bien sûr avec les avantages fiscaux accordés, même si nous retrouverons une notion d'avantage quand nous parlerons de ces régimes fiscaux. Premièrement, l'impôt forfaitaire unique. L'impôt forfaitaire unique, nous allons, avant de détailler les nouvelles conditions, nous allons parler des revenus qui étaient dits non professionnels. Il faut savoir que les revenus sont divisés en différentes catégories, les revenus professionnels, non professionnels, fonciers, revenus de capitaux immobiliers, revenus agricoles, etc. Chaque revenu a une certaine imposition ou dépendra d'un certain régime fiscal. Nous parlons principalement des professions non commerciales. Donc avant cette loi complémentaire, elles étaient traitées différemment. Aujourd'hui, nous allons l'inclure avec les revenus professionnels. Donc tout ce qui est non commercial va être affilié à la catégorie des revenus professionnels. Du coup, nous avons dans cette catégorie toutes les activités industrielles, commerciales et non commerciales. Très bien. Ceci dit, pour bénéficier du régime de l'impôt forfaitaire unique IFU, il faut être premièrement soit constitué en personne physique, soit en société civile professionnelle. Et deuxièmement, il faut avoir un chiffre d'affaires annuel qui n'excède pas 15 millions de dinars. Donc on passe de 30 millions à 15 millions de dinars annuels. Sont exclus d'office les activités dites stratégiques. Ça veut dire que même si vous ne dépassez pas 15 millions de dinars et que vous êtes dans une des activités stratégiques, vous devrez être soumis au régime réel. Vous ne bénéficierez pas de l'impôt forfaitaire unique. Donc ces activités sont la promotion immobilière et lotissement de terrain, l'importation pour la revente en l'état, la revente en l'état en gros, les concessionnaires, les cliniques, établissements de santé privés et laboratoires d'analyse, les activités de restauration et d'hôtellerie, l'affinage et recyclage de métaux précieux et le secteur BTP et hydraulique. Alors, petit nota bene qu'il faut garder en mémoire, une fois qu'on réunit les conditions du régime IFU,
il faudra cumuler 2 exercices consécutifs supérieurs à 15 millions de dinars de chiffre d'affaires pour pouvoir basculer au régime réel. Si je dépasse sur une année le seuil de 15 millions de dinars, j'applique les règles IFU. Je ne vais pas appliquer d'autres règles au montant supérieur à 15 millions. Non, je vais rester dans mon régime IFU. Il va falloir cumuler 2 exercices supérieurs à 15 millions de dinars et 2 exercices consécutifs pour pouvoir basculer au régime réel. Du coup, ce régime réel, au final, il concerne à présent toutes les personnes morales qui seront affiliées au régime réel IBS. Et vous avez également les personnes physiques et les associés des sociétés civiles professionnelles dont le chiffre d'affaires dépasse 15 millions de dinars cette fois-ci, qui seront soumis au régime réel IRG. Petite précision pour les sociétés civiles professionnelles, elles peuvent opter pour le régime IBS. Ça veut dire qu'au lieu que les associés soient taxés à l'IRG en fonction de leurs dividendes, c'est la société civile professionnelle qui sera imposée à IBS. Parlons maintenant justement de la fiscalité des dividendes. Par rapport aux dividendes qui sont distribués, si ces dividendes proviennent d'un résultat fiscal qui a été soumis à IBS ou qui est exonéré d'IBS, on ne paiera pas d'IRG. Les associés ne vont pas inclure le montant de leurs dividendes dans leur assiette IRG. Il sera exclu. Si c'est une personne morale qui va recevoir ces dividendes, elle sera également exonérée d'IBS sur le montant de ces dividendes. Ça revient à dire qu'une fois qu'on va imposer à IBS un résultat fiscal, on ne paye plus rien. Ni IRG pour les associés qui vont prendre les dividendes, ni IBS pour les sociétés qui vont prendre aussi ces dividendes-là. Finissons avec les régimes en parlant des professions libérales. J'en ai parlé un petit peu, donc là en fait la problématique ou le problème de droit reste un problème de conditions. Si je suis constitué en personne physique ou en société civile professionnelle, je vais devoir suivre la condition des 15 millions de dinars. Avant je suis IFU, aucun changement. Après je vais avoir un impact à analyser. Donc premièrement, je vais avoir l'affiliation au régime réel. Donc, ça sera soit IBS, soit IRG. Il va falloir, bien sûr, faire une étude comparative avec des simulations si nous voulons voir lequel des régimes est plus avantageux. Est-ce que l'IBS ou l'IRG sont plus avantageux que l'impôt forfaitaire unique ? J'ai effectué plusieurs simulations approfondies, je vous en donne 2, donc ce sont les cas les plus fréquents en réalité. Vous avez les avocats qui sont constitués en personne physique. Prenons l'exemple d'un avocat en personne physique qui va réaliser un chiffre d'affaires de 20 millions de dinars sur une année. L'IRG sera plus avantageux que l'IFU pour lui. Pourquoi ? Il sera imposé sur le résultat fiscal et on constate effectivement que en payant de l'IRG, il se retrouve à payer moins d'impôts que lorsqu'il payait de l'impôt forfaitaire unique. Bien sûr, il y a une limite. Si le résultat fiscal dépasse 36,17% du chiffre d'affaires, ça bascule à l'inverse. Ça veut dire que c'était l'IFU qui est plus avantageux que le nouvel IRG. Pour les personnes morales, les avocats constitués en personne morale, ainsi que les SCP qui ont souscrit au régime IBS, là, ils constateront une baisse de leur fiscalité. En payant de l'IBS, ils paieront moins d'impôts que quand ils payaient de l'IFU. Et ça, bien sûr, il y a une autre condition, enfin pas une condition, il y a une spécificité par rapport au résultat fiscal. On gagne en impôts si on ne dépasse pas 38,46% de chiffre d'affaires, de résultat fiscal par rapport au chiffre d'affaires. Cinquièmement, parlons des nouvelles mesures de contrôle fiscal. Les mesures ont été instaurées dès 2010 par rapport au contrôle fiscal élargi. Elles ont été complétées en 2018. Cette année, elles sont renforcées. Elles sont renforcées par un élément qui s'appelle le train de vie. Alors, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que même quand on bénéficie d'avantages fiscaux expressément cités par la loi ou bien accordés par une agence habilitée, comme l'ANDI ou l'ANSEJ, et qu'on a des insuffisances de déclaration,
on a automatiquement une suppression des avantages. On va être redressé comme si on n'avait jamais bénéficié d'avantages fiscaux. Ça, c'est à retenir. Deuxièmement, on va pouvoir reconstituer vos revenus et même votre patrimoine de fait, même si vous ne possédez rien. On va pouvoir faire une reconstitution en fonction des éléments de votre train de vie. Et là, vous avez un barème qui est détaillé dans le Code des impôts directs et taxes assimilées. Il va falloir faire des régularisations. Principalement, les personnes visées sont les gens qui déclarent néant alors que leurs sociétés n'ont jamais été radiées, qu'ils possèdent du matériel, etc., qu'ils ont un train de vie, qu'ils se nourrissent, qu'ils louent des logements, etc., etc. Donc, comment on peut pouvoir subvenir à des besoins personnels ou à des besoins d'une société active alors qu'elle réalise un revenu déclaré néant? C'est quand même assez illogique. Donc on est plus ou moins sur cette cible-là. Vous avez également la prescription quadriennale. Il faut faire attention, les impôts, les vérificateurs fiscaux peuvent aller jusqu'à 4 ans en arrière. Et si par contre votre mauvaise foi est manifeste, ça veut dire qu'il y a eu vraiment intention de fraude, on va aller jusqu'à 6 ans. 6 ans, on va vous redresser sur les 6 années antérieures par rapport à l'IBS ou l'IRG, plus TVA, plus TAP, plus pénalité d'assiette, plus pénalité de retard, etc. Et vous aurez en plus, bien sûr, une procédure pénale pour fraude fiscale. Donc là, je conseille vivement d'enclencher des procédures de régularisation spontanées pour éviter que l'administration fiscale vous enclenche des procédures qui pourront avoir des conséquences assez lourdes. Je reste encore une fois à votre disposition pour en discuter au cas par cas. Un nouvel impôt, en fait ce n'est pas un nouvel impôt, c'est la transformation de l'impôt sur le patrimoine qui passe aujourd'hui à l'impôt sur la fortune, ISF. Quelques principes à retenir. Premièrement, c'est un impôt qui est à payer tous les 4 ans, qui se base sur une valeur, la valeur réelle de tous les biens que vous possédez, biens et avoirs, que vous possédez, matériel ou immatériel, mobilier ou immobilier, à la date du 1er janvier. On va faire une évaluation à la date du 1er janvier. Ce patrimoine, on va prendre sa valeur réelle et on va pouvoir en déduire certaines exonérations. On va appliquer des abattements, comme par exemple pour la résidence fiscale, elle va être exonérée à hauteur de 450 millions de dinars. Ça veut dire que tant que ça ne dépasse pas ce montant, c'est zéro. Sinon, au-delà, on prendra la valeur de différence avec les 450 millions de dinars d'exonération. Vous aurez également ce qu'on appelle les dettes déductibles, par exemple les dettes auprès d'établissements de crédit contractées pour financer un bien imposable. Si vous avez un bien qui est imposable à l'ISF, mais dont vous avez un crédit, on va pouvoir déduire le montant restant dû de ce crédit de la valeur de ce bien. L'évaluation de ces biens se fait après une souscription, donc vous avez un délai jusqu'au 31 mars de l'année pour pouvoir effectuer cette souscription à l'administration fiscale, donc vous allez leur donner une liste de vos biens, et pour certains, ça sera une commission interministérielle qui va faire l'évaluation. Pour 2020, la souscription a été exceptionnellement, le délai a été prolongé au 30 septembre, mais c'est normalement le 31 mars de chaque période de 4 ans. Pour cette année, ça va être le 30 septembre. Il y a donc des démarches à effectuer pour justement effectuer cette souscription dans les délais. Parlons à présent de la règle de 51-49. Donc là, effectivement, nous avons une suppression de l'obligation de partenariat local à 51%. Pour les investisseurs étrangers qui désirent réaliser des investissements en Algérie pour faire des activités de production de biens ou de services. Alors c'est extrêmement intéressant. À ce moment-là, les investisseurs étrangers ne sont pas soumis à la règle des 51-49. Vous avez bien sûr des exceptions, toujours dans la notion d'activité stratégique, mais là ça va être plus stratégique sensible, dont l'État doit avoir un certain contrôle. Et à ce moment-là, vous ne serez pas exclu de l'obligation de partenariat local à 51%.
Ces domaines concernent par exemple l'exploitation du domaine meunier national, l'amont du secteur de l'énergie, les industries initiées en relation avec les industries militaires ou hydrocarbures, les voies de chemin de fer, ports, aéroports, les industries pharmaceutiques, etc. Petite précision pour l'industrie pharmaceutique, il y a une exception. Ça veut dire qu'on va exclure les labos étrangers de la règle des 51-49 s'ils investissent pour fabriquer un produit qui est protégé, qui est essentiel, innovant et qui va être destiné à la revente en local et à l'exportation. Dans ce cas-là, vous n'êtes pas obligé d'avoir un partenaire local à hauteur de 51%. On aura plus de détails sur les modalités d'application à travers les textes réglementaires. Et enfin, nous allons parler des mesures fiscales qui ont été mises en place pour la lutte contre le Covid-19. Là, on parle principalement de deux choses, de report de délai de déclaration et on parle aussi d'exonération pour les produits pharmaceutiques liés réellement ou bien dispositifs médicaux qui sont directement liés à la lutte contre la pandémie Covid-19. Et là, vous aurez bien sûr une exonération de TVA et de droits de douane. Voilà, c'était tout pour les mesures fiscales de cette nouvelle loi de finances complémentaire 2020 algérienne. J'espère que cette vidéo vous a été utile. N'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin d'éclairage ou bien de plus d'informations concernant votre situation fiscale. Je serai ravi de vous apporter des réponses. Merci, à bientôt, au revoir.